Rem Koolhaas, architecte hollandais, actif à partir des années 1980, suractif même on peut dire, pour certains un génie de l'architecture internationale, peut-être au fond, mais alors pourquoi ? D'abord, c'est quelqu'un qui a beaucoup construit, mais peut-être avant d'avoir beaucoup construit et pendant qu'il construit, c'est quelqu'un qui est fondamentalement un théoricien. La force de Rem Koolhaas, au fond, c'est un peu ce que disait celle dont Baudelaire affectait finalement l'artiste au XIXe siècle. Il disait le grand artiste, au fond, ne peut être qu'un critique. Eh bien, on pourrait dire qu'avec Rem Koolhaas, le grand architecte ne peut être qu'un critique. Ça ne peut être que quelqu'un qui sans cesse réfléchit à ce qu'il fait. Et c'est effectivement une des vocations premières de Rem Koolhaas qui, on pourrait dire, avant même de devenir célèbre comme constructeur, comme bâtisseur, eh bien, est quelqu'un qui se fait connaître par des écrits théoriques sur New York, par exemple le New York délire, sur quelque chose qui le fascine, qui l'intéresse beaucoup, c'est la métropolisation, c'est-à-dire comment une ville se construit, comment elle se modifie, comment on peut, d'une certaine façon, la densifier, la dédensifier, la rendre plus ou moins intéressante. Bon, il écrira beaucoup sur ces questions, sur ce concept aussi de la taille, la monumentalité, la bigness, hein, comme il le dit. D'ailleurs, quand il créera son agence d'architecture, il l'appellera OMA, l'Office pour l'architecture métropolitaine, hein, la question de la ville étant au centre de sa réflexion, et en particulier dans la ville, la question de l'identité que peut apporter un bâtiment, étant entendu pour lui qu'il y a deux types d'identité. Dans le monde urbain, il le dira souvent, il y a l'identité faible, le junk space, par exemple l'espace quelconque, l'espace pourri, c'est-à-dire l'espace répété de l'urbanisation conventionnelle. Bon. Et puis l'identité forte, celle qui peut être créée, celle qui va être créée par des bâtiments, justement, qui se ressaisissent du fait urbain, qui le respatialisent, qui le redimensionnent, qui lui donnent au fond une aura dont on peut imaginer qu'elle nous fera moins détester la ville qu'aimer celle-ci. Un exemple, à la fin du XXe siècle, Euralille, on est en 1995, le TGV arrive à Lille, donc c'est très important, et Rem Koolhaas est chargé par la municipalité de penser tout un nouveau quartier, et donc c'est là qu'il va appliquer ses idées, en quelque sorte, de bigness, de grande dimension, d'étirement, de conception urbaine, donc déterminée par le passage des flux. Par exemple, dans une logique qui est une logique moderne, effectivement, c'était la logique de la charte d'Athènes, mais de 1931, la charte des modernistes, mais évidemment fortement repensée dans le sens de l'individualisation des bâtiments, la segmentation dans la continuité, si l'on veut. Alors, cette question de l'identité obsessionnelle chez Rem Koolhaas va produire des bâtiments rarement homogènes, d'ailleurs il faut bien le dire, qui ont une spécificité chacun, qui peuvent être reconnus. Il y a cette idée de la reconnaissance identitaire. Le bâtiment doit être un élément de cristallisation du regard, des attentions, des activités, des circulations dans l'espace urbain. On pourrait parler d'un spot, le bâtiment comme un spot. Ou encore, on pourrait aussi parler d'un mot un petit peu compliqué, peut-être une architecture indicielle, c'est-à-dire où le bâtiment est un indice très particulier d'une position que prend l'architecte pour, en quelque sorte, occuper un fragment de l'espace urbain, le dynamiser, y inscrire quelque chose, au fond, qui ne soit pas banal, qui échappe à la banalisation. Alors, c'est très visible si l'on va à Porto, par exemple, au début du XXIe siècle, Rem Koolhaas va construire la Casa de Musica, une salle philharmonique, en fait. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'exauce cette salle sur un socle. Voilà, il en fait une espèce de grande formule ovoïde posée sur ce socle, donc qui est vraiment un spot dans l'univers urbain, on ne peut que le voir. Et en plus, il crée une dynamique traversante en ouvrant la salle de la Philharmonie, de la Casa de Musica, en l'ouvrant sur la ville à proprement parler. Comment, en quelque sorte, un bâtiment qui pourrait être totalement fermé, clos sur lui-même, écrasé en quelque sorte, comme l'est la Philharmonie que va concevoir Jean Nouvel pour Paris quelques années plus tard, par exemple. Ici, c'est l'inverse, le bâtiment a à la fois son identité
et il est traversé par la ville, il est traversé par le fait urbain. Alors on voit ça plus encore dans les grands bâtiments, les bâtiments géants que va construire Rem Koolhaas. Je pense en particulier parmi les très nombreux bâtiments qu'il a supervisés, le fameux CCTV Headquarters, donc les quartiers, donc les bureaux de la télévision de Pékin, cette extraordinaire architecture d'environ près de 200 mètres de haut qu'on appelle le Grand Pantalon, qui est constituée en fait d'une architecture en barre comme ceci, des formes en L qui sont suspendues dans l'espace et qui sont littéralement à la fois une manière de capter le regard, de l'attraper, et également de le laisser passer. C'est-à-dire, au fond, le bâtiment n'arrête pas le flux, mais d'une certaine manière, il devient lui-même un élément du flux urbain. Il est placé là comme une formule à la fois statique et dynamique. Très très grande maîtrise, évidemment, du jeu spatial urbain, de la dynamique de la ville, et également, on pourrait dire, de ce que le résident attend toujours de la ville contemporaine, c'est-à-dire à la fois une fonctionnalité très efficace, mais aussi des éléments de spectacle, qui sont des éléments évidemment identitaires.